Alors je me présente rapidement, justement. Bon, j'ai vu que vous l'aviez fait côté québécois, on n'était pas du tout attentif. Jean-François Cessy, j'enseigne le multimédia et la culture numérique à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, donc au sud-ouest de la France. Et on peut dire que je suis un pratiquant assidu de la technologie et des pratiques pédagogiques actives. Et j'ai aussi une mission de conseiller numérique au sein de mon université. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais planter rapidement le décor de cette table ronde, après être passé après Robert Zemeckis quand même sur la petite vidéo. Je vous conseille ce film si vous êtes passé à côté, c'est franchement un joli film, et qui montre quelque part des formes de mobilité intéressantes. Voilà, donc je vais planter ce décor et ensuite je vous présenterai nos intervenants, les 4 thématiques de cette table ronde, et on se lancera. Donc c'est officiel, hein, il faut le savoir, ça a été titré par Libération la semaine dernière. L'Internet mobile supplante le fixe. Donc vous pouvez retrouver, il y a les liens en fin de PowerPoint, cet article. Et l'entreprise StoutCounter, qui en fait comptabilise toutes les connexions à Internet et regarde si elles se font par mobile ou par poste fixe, nous dresse ce graphique maintenant depuis 2009. Et on voit que sur ces 3 dernières années, en fait, les accès à Internet par mobile ont doublé pour devenir prépondérants le mois dernier. Donc c'est tout récent. Alors c'est niveau mondial, hein. Ça veut dire que, est-ce qu'en France, on est sur cette tendance ou pas? Non. Les Français restent très attachés, sans vouloir faire de jeu de mots, à leur lien fixe. Et ce n'est pas les seuls. Alors, 70% de terminaux fixes, 30% de terminaux mobiles. Quand je dis c'est pas les seuls, c'est tout bête. On voit sur cette carte Europe et plus qu'en fait, à part 3 ou 4 pays, tout le reste est en prépondérance connectivité post-fixe à Internet. Et si on regarde de l'autre côté du Grand Lac nos habits québécois et nord-américains de manière plus large, à part Haïti, c'est pareil partout. Donc on est quand même plutôt en accès Internet fixe. Et il faut quand même qu'au niveau mondial, il y ait des régions qui fassent la bascule. Et on voit notamment sur le continent africain qu'on a strictement l'inverse. Les différences de réseau, etc., font que le mobile est très prédominant. Alors, pour autant, l'accès Internet, certes, est majoritaire, mais la mobilité ne se résume pas au simple terminal servant à accéder aux données. Et donc, je vous propose qu'on parcourt rapidement l'histoire étymologique du mot mobilité à travers quelques étapes, puisque ce terme est très polysémique. Et une des premières fois où on peut le voir écrit facilement, chez Gallica, avec cette image, c'est dans les dialogues du pape Grégoire, où ce terme, en fait, mobilitate, véhicule les concepts d'inconstance et d'instabilité. Donc on va lui faire dire beaucoup de choses différentes. Comme par exemple en 1380, avec Jean Lefebvre de Resson, qui est procureur au Parlement de Paris, il ajoute le caractère de ce qui est mobile, évoquant alors plutôt le geste ou le déplacement dans l'espace. Alors plus proche de nous, Bossuet, homme d'église, écrivain, il évoque en 1667 cette facilité de passer d'un état psychologique à un autre. Alors il nomme comme ça en fait l'inconstance de caractère, l'humeur, donc il en revient un petit peu au pape Grégoire. Dans le champ de la physique, en 1904, on a la première revue du radium qui évoque la mobilité de l'ion. Alors on est aussi sur un déplacement dans l'espace, mais d'une particule, donc on n'est pas à la même échelle. Et puis quelque part, pour aller le voir, ça veut dire qu'il nous faut de la technologie. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître le premier binôme technologie-mobilité, et j'y reviendrai. Donc en 1921, pour Paul Vidal de la Blache, qui est un géographe, la mobilité, c'est le caractère des personnes qui se déplacent souvent. Donc là, quelque part, on voit apparaître dans le terme mobilité la fréquence. Fréquence de déplacement devient mobilité. Enfin, dans les premières grandes revues de sociologie, en 1957, apparaissent différents concepts, dont notamment la mobilité sociale, pour qualifier un changement de statut social, mais également de mobilité de main-d'œuvre ou de mobilité professionnelle, qui sont mieux connus souvent parce que ça génère des tensions familiales. Donc pour en revenir justement, après la revue Le Radium, à cette mobilité et cette technologie, c'est-à-dire ce binôme, la technologie mettant en exergue la mobilité, donc comme dans le domaine de la physique des particules, on ne peut pas envisager la mobilité sans technologie dans la plupart des cas. Si on prend quelques exemples, l'aviation nous permet de nous déplacer 100 ou 200 fois plus rapidement, donc dans l'espace. Le numérique nous permet des translations instantanées. Tout à l'heure, je vous présenterai Didier, qui est, comme je l'appellerai, techno-translaté à travers son robot de téléprésence.
La visio de nos amis canadiens leur permet d'être aussi avec nous aujourd'hui. Voilà, c'est des exemples de translation instantanée et virtuelle. Dans le médical, on pourrait faire remarcher un paraplégique par une prothèse robotisée, donc redonner de la mobilité là où elle devient absente, ou même le médecin arrive à se déplacer à l'intérieur du corps du patient de nos jours à travers des caméras ou autres, donc ce qui signifie qu'il arrive aussi à se translater par de la technologie à l'intérieur d'un corps humain pour traiter une maladie. Donc on voit des exemples probants de mobilité où la technologie rend possible certaines choses qui n'étaient pas sans. Et enfin l'éducation, puisqu'on est un petit peu là pour ça. Donc dans notre écosystème scolaire, nous allons nous intéresser durant cette table ronde aux différentes significations que peut prendre ce terme mobilité via une quadrilogie. Dans cet ordre, donc, nous commencerons par aborder la mobilité de l'enseignant, suivra la mobilité des étudiants, nous continuerons ensuite par la mobilité pédagogique et nous vous proposons pour terminer d'aborder les questions de mobilité et d'espace d'apprentissage. Alors j'ai avec moi 3 experts qui aborderont ces thématiques en binôme. Et à ma droite, donc, je vous présente Bruno Delièvre, qui est professeur en sciences de l'éducation à l'université de Mons en Belgique. Il assure au sein de cette université les fonctions de vice-doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Il est également président de la commission Réussir la transition numérique auprès du ministre de l'enseignement obligatoire. Et est-ce que vous avez entendu parler du MOOC, l'innovation pédagogique, dont vous êtes le héros? Levez la main éventuellement. Ah oui, joli. Ben, sachez qu'il est responsable. Donc ça veut dire que si vous avez des problèmes avec ce MOOC, vous pouvez l'attraper à la sortie et régler vos comptes. Voilà. À sa droite, Thierry Kossielsignac, qui est ingénieur de recherche et directeur de la pédagogie numérique à l'université Paris-Descartes Sorbonne-Paris-Cité. C'est toujours dur à dire, ça. Il est membre du comité de pilotage du service de la commu Sorbonne-Paris-Cité, dédié à la pédagogie universitaire, service qui s'appelle Sapiens. Rien à voir avec... Il est également administrateur de l'association des services informatiques de l'enseignement supérieur, qui s'appelle donc CSI-ESR. Et enfin, à sa droite, donc la personne avec une stature un peu carrée. Bonjour. À distance, donc via le robot, un pied en France, l'autre à Québec. Devrais-je dire une roulette en France et un pied à Québec. Didier est professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Il est titulaire de la chaire de leadership en pédagogie de l'enseignement supérieur de l'Université Laval à Québec. Il est en ce moment même à Québec. Il est également expert auprès du ministère français de l'enseignement supérieur sur les questions de pédagogie et de numérique. Voilà, alors je vais vous présenter son interface robotisée en lui demandant de me rejoindre sur scène. Alors je vais prendre un micro mobile, j'espère que le micro fonctionne. Vous m'entendez toujours, hein? Voilà, donc avec Didier, Didier va me suivre sur scène. Voilà. Et donc, en fait, je voulais vous présenter l'enveloppe mécanique de Didier Paclin, aujourd'hui. Voilà, elle est belle. Oui, il est beau. Donc, Didier est techno-translaté. Il est en ce moment même à Québec, à l'Université Laval. Et donc, il va participer en fil continu, en fil rouge, à tous ces 4 moments de la table ronde. Donc, une intervention importante. Et on a une prise de risque donc, très importante par rapport au non-fonctionnement de cette technologie. On est sans filet, on va tenter de faire fonctionner ça. Par contre, on n'entend pas... Enfin, si, mais on l'entend très faible. Normalement, ça devrait être relayé dans les haut-parleurs de l'AFI. Voilà. Didier? Oui, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, on t'entend. C'est parfait. Parfait. Marcel, tu m'entends? Très bien. Merci. Voilà. Alors, je voulais en profiter pour remercier Christophe Battier, qui est directeur technique du service TIS de l'Université Lyon 1, pour nous avoir fait le prêt de ce robot qui va nous permettre de vous montrer des situations de mobilité un petit peu originales. Et toute l'équipe de l'ESEN, notamment les techniciens avec qui on a bataillé toute la matinée pour faire fonctionner ce paquet de technologies. Voilà. Donc, je voulais aussi peut-être... Didier, s'il te plaît. Oui. Ah, je partais, moi j'allais boire un verre. Non, reste avec nous encore un peu, on va profiter de ta jolie présence. Ça va, Didier? Moi, ça va très très bien. Bon. Je vis très bien la translation, ou la translatation, ce serait joli. Si je voulais faire un jeu de mots, je dirais ça va comme sur des roulettes. Pareil. Bon, très bien. Alors, je voudrais quand même vous signifier la difficulté qu'il y a à être robotisé de la sorte, c'est-à-dire
une situation comme ça où on vit une interaction par interface interposée. La visio est une chose, la robotique de téléprésence en est une autre. Je vous encourage à faire l'expérience, puisqu'on peut, hein, en contactant ces sociétés-là, avoir une démonstration. Donc l'exercice que va faire Didier n'est pas simple, surtout sur 1h30, donc c'est une durée importante. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse pour avoir accepté ce challenge. Alors, tu peux nous rejoindre à la table. Merci. Alors, pour le temps que je me rende, hop. Voilà, et donc, Ok. le temps que Didier se réinstalle, nous allons lancer la première thématique. Si j'y arrive. Voilà. La première thématique, donc, qui va nous permettre d'aborder les différentes formes de mobilité de l'enseignant, avec le binôme Bruno Delièvre et Didier Pacquelin, donc, qui se donneront la parole, en commençant par Bruno, à qui on confie donc quelques minutes pour nous exposer cette forme de mobilité. À toi, Bruno. Très bien. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, Québec? Pas sûr. Oui, on vous entend. Ah, d'accord, merci beaucoup. Voilà. Donc, bonjour, bienvenue à tous. Merci de l'accueil. Merci à Jean-François d'organiser cette table ronde très originale. Merci bien sûr, je ne les oublie pas, mes collègues qui m'ont permis de vous proposer cette réflexion qui va être un petit peu originale dans sa forme aussi, moins originale que le robot qui est là évidemment, hein, ça je crois que c'est assez peu commun. Mais en fait, je ne vais pas vous faire un exposé selon un certain nombre de points qui vont s'enchaîner de façon logique les uns par rapport aux autres, comme vous l'avez peut-être vu dans l'écrit que j'ai proposé. Je vais partir d'un bouquin, c'est un chroniqueur que vous connaissez sûrement si vous vous intéressez au numérique, Xavier Delaporte, qui fait une chronique tous les matins sur France Culture. Et donc j'ai pris quelques points qui me semblaient intéressants dans ce qu'il avait écrit, et j'ai essayé d'en extraire des éléments qui pouvaient nous servir du point de vue de la compréhension des usages du numérique et de les appliquer à ce qu'on fait aujourd'hui au niveau, ce qu'on peut avoir comme réflexion aujourd'hui au niveau de l'éducation par rapport à ça. Bon, si certains de ces mots se retrouvent, c'est parce que je les lui ai empruntés, mais bien sûr, il y a les miens qui vont les combiner. Alors, voilà, j'ai une série de points. Si tu peux les projeter en même temps, ça serait bien. Mais voilà, oui, ok. Mais je les vois. Ok, tu peux passer. Voilà. Donc, voilà, je vais aborder ici parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai une dizaine de points, mais je ne les aborderai pas tous, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais commencer par parler des distances respectables. Dans la mobilité, il y a cette idée de distance respectable. Je vais traiter le second point, qui est celui de la mobilité, remède et poison, et puis le troisième, et puis je pense que je pourrais passer la parole, parce qu'à mon avis, mes 8 minutes seront écoulées. Donc Jean-François, si tu peux passer à 2 dias plus loin, voilà, les distances. Alors là, nos collègues canadiens vont se reconnaître dans cette idée de distance avec S, parce que c'est une revue canadienne qui traite de l'enseignement à distance. Et donc pour parler des mobilités, de la mobilité des enseignants, je vais commencer par traiter du fait qu'il n'y a pas une distance, qu'il n'y a pas une mobilité, qu'il y a des distances, qu'il y a des mobilités. Et donc il n'y a pas une mobilité de l'enseignant, et ce n'est pas un terme qui est univoque, qui va recouvrir une seule réalité. Et donc, si j'ai intitulé ce point des distances respectables, c'est parce que, quelle que soit la distance, quelle que soit la manière dont l'enseignant est mis à distance, eh bien, c'est comment va-t-il répondre aux besoins des étudiants, comment va-t-il prendre en main, on va dire, son activité d'organisateur de formation. Voilà, un enseignant, il peut être devant son auditoire avec des étudiants qui sont noyés, mais ils sont là, mais ils sont noyés dans un auditoire. Comment cet enseignant va-t-il les rejoindre au travers d'une forme de mobilité qui sont peut-être des outils mobiles qui va permettre cette interaction. L'autre extrême, c'est l'enseignant qui se trouve à l'autre bout du monde, qui veut suivre ses étudiants dans un MOOC, par exemple, et puis qui va se connecter pour prendre connaissance de ce qui se passe dans le cadre de ce MOOC. Ce sont des situations complètement différentes. On va utiliser des outils qui sont des outils qui peuvent être mobiles, et l'enseignant, pourtant, à certains moments, il est d'une forme de présence, mais éloigné de ses étudiants, il est dans une forme de distance géographique, et pourtant, il peut être présent pour ses étudiants. Donc la question, c'est comment on arrive à identifier ces besoins que les étudiants manifestent, peuvent avoir besoin, quand ils sont dans cette forme de distance. Comment l'enseignant va-t-il essayer d'adapter ce qu'il veut faire à l'aide d'outils qui, dans ce cas-ci, peuvent être des outils qui sont effectivement mobiles. Alors, aujourd'hui, on a des technologies qui permettent
de prendre en compte ces types de distances. On a de plus en plus de technologies qui ont cette possibilité, par des algorithmes qui se développent de plus en plus et qui permettent de rejoindre les besoins, en tout cas d'anticiper sur les besoins des individus et d'essayer de leur apporter des réponses particulières. Je prends un exemple, un environnement comme Duolingo prend en compte la manière dont l'étudiant va réagir dans un dispositif et va lui proposer des solutions en fonction de son état d'avancement, en fonction des erreurs qu'il commet, en fonction des réussites qu'il réalise. Mais les limites à ce type de dispositif où on fait entrer en compte des algorithmes qui prennent des décisions quelque part à la place de l'enseignant, c'est qu'on arrive à des réponses qui sont des réponses parfois systématiques. Et donc, quelle est la part d'humanité, quelle est la part de sensibilité que l'enseignant peut injecter en s'aidant d'outils comme cela? Et donc, en même temps, c'est une réponse parce que ça permet une forme d'adaptation, et en même temps, ce n'est pas une réponse complètement satisfaisante, mais quelles sont les réponses complètement satisfaisantes que l'enseignant peut apporter, quels que soient les outils qui sont mis à sa disposition. Donc, ce que je voulais aborder dans ce point-ci, c'est que, voilà, il y a différentes formes de distance, différentes formes de mobilité, et que, quelle que soit la situation dans laquelle sont l'enseignant ou l'apprenant, elles ont toutes une forme de besoin qu'il faut tenter de rencontrer. Donc, je vais en venir à mon deuxième point. Si Jean-François veut bien passer la deuxième, voilà. Donc, tout est dans tout. Et surtout, on a quelque part le point ou le pôle positif et le pôle négatif à toute situation. La mobilité des enseignants, c'est en même temps une difficulté, c'est en même temps une richesse. Et donc, ça, c'est inhérent à toute technologie, c'est inhérent à toute innovation. Il y a toujours une part d'ombre, il y a toujours une part de difficulté, et il y a toujours une part que l'on peut rendre positive, constructive et utilisable. Alors, aujourd'hui, quand on utilise les outils mobiles, voilà, il y a ce côté paradoxal, mais qui n'est pas non plus complètement assumé. Par exemple, aujourd'hui, quand on utilise, qu'on se rend compte que sur Facebook, on dit que Facebook a contribué aux révolutions arabes, et plein de gens trouvent ça une force fantastique. Et puis d'autres vont s'offusquer parce qu'il y a un grand nombre d'individus qui vont liker en masse le soutien à un bijoutier qui a abattu un cambrioleur. Et là, on va s'affliger. Enfin, il faut assumer, en fait. Il faut assumer le fait que cette technologie n'est pas neutre, qu'on va par certains moments en voir et en retirer des bénéfices. Il y a d'autres moments, on va se trouver confronté à des difficultés, à des problèmes éthiques ou autres qui peuvent y être associés. Mais ce qui nous importe, en tant qu'enseignants, et en tant qu'enseignants qui souhaitons appliquer ces technologies mobiles, c'est faire que le remède soit supérieur au poison. Et donc, c'est là notre travail. C'est là le travail de l'enseignant par rapport à ces outils. C'est comment les enseignants vont contribuer à cet acte éducatif qui est d'utiliser les opportunités positives que les outils nous offrent. Et donc, c'est toute cette question-là qui est celle de... qui est centrale pour l'enseignant, qui est centrale de la part des enseignants qui veulent se préoccuper de ces technologies-là. Donc, quelque part, il n'y a pas une solution, mais enfin, on peut en évoquer certaines. C'est, l'éducation et la formation, l'éducation des élèves, l'éducation des apprenants et la formation des enseignants par rapport à la manière dont ces outils peuvent être utilisés, doivent être utilisés d'une façon pertinente. Et puis, il y a aussi la gestion, parce que être constamment connecté avec un mobile en tant qu'enseignant, le défaut, c'est qu'on est submergé, on est tout le temps sur la brèche, on est tout le temps en charge. Et donc, à certains moments, on doit aussi se déconnecter. Et c'est ça aussi gérer. On se déconnecte parce que pour le bien-être, parce que pour aussi permettre à l'apprenant d'être autonome dans ses apprentissages, dans sa manière de gérer les choses, et pas toujours dépendant d'une éventuelle réaction ou intervention de l'enseignant. Donc, c'est éduquer à l'usage mobile plus que se laisser envahir. Être formé à l'usage mobile plus que se laisser envahir par les défauts qu'il peut occasionner. Alors, est-ce que j'ai le droit encore à un troisième point ou bien j'ai dépassé ? Une minute. Alors, je vais passer à mon troisième point, si je peux. Allez. Allons-y. Voilà, c'est ça ? Non, c'est ça. Alors, mon troisième point, c'est, voilà, aujourd'hui, apprenant, enseignant 2.0. Le monde a changé. Le rapport au savoir a changé, le rapport aux autres a changé, entre autres parce que les technologies sont là. Et donc,
en tant qu'enseignant, on ne peut pas ne pas tenir compte de ça. On doit tenir compte de ces éléments-là. Nos relations aux autres sont différentes. Aujourd'hui, imaginez les relations que vous avez entre êtres humains et avec vos étudiants sans les technologies. Imaginez le rapport au savoir que vous avez pour vous en tant qu'enseignant sans les technologies. Ce n'est plus envisageable, ce n'est plus possible. Donc, comment permettons aux enseignants, dans le cadre de leur formation, d'intégrer ces éléments-là? Comment leur permettons de bénéficier de ces richesses-là de réflexion sur ce que ça apporte, peut-être aussi les difficultés que ça représente, mais surtout ne pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, il faut se rendre compte qu'on est dans un monde qui est en mutation, et l'enseignement aussi, et l'enseignement doit pouvoir le prendre en compte. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma première partie. Merci Bruno. Didier, si tu m'entends, je te cède la parole pour quelques minutes pour compléter le message, puis après on passera à une première série de questions, si vous le souhaitez ou si vous en avez. Bien, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Donc la mobilité, vous voyez que du côté de l'enseignant, moi je la vis pleinement, et c'est vrai qu'à la fois les technologies peuvent réduire, un certain nombre de composantes de la relation humaine, c'est-à-dire que j'aurais beaucoup de difficultés à venir trinquer avec vous et déguster un merveilleux vin du Haut-Poitou, mais à la fois cette téléprésence me permet de partager avec vous et de m'enrichir également des propos et des échanges qui vont avoir lieu. Et je pense que un peu aussi dans la suite de ce que disait Bruno, il nous appartient en tant qu'enseignants aujourd'hui de trouver ce nouvel équilibre, si je puis dire, dans les perspectives d'augmentation des pratiques pédagogiques que peuvent apporter les technologies et notamment la mobilité. Puisque j'ai 4 minutes, donc maintenant 3 minutes et demie, je voudrais faire du pouce sur ce qu'a dit Bruno et revenir sur peut-être la mobilité à la fois qui nous permet peut-être aujourd'hui, avec les technologies, de gérer un certain nombre de choses, notamment la dualité. Différentes fonctions, notamment l'enseignement et la recherche. Et c'est vrai que ce que l'on peut constater, c'est que la technologie aujourd'hui, elle nous permet d'assurer la permanence d'un certain nombre d'activités. Par exemple, ça permet, dans un usage pédagogique, d'assurer la continuité d'un acte de formation, quand bien même les acteurs que sont les enseignants et les apprenants ne sont pas en coprésence. Et ça m'amène peut-être à vous proposer une réflexion autour de 3 axes de mobilité du côté de l'enseignant. Le premier axe de mobilité, c'est, le temps. Le deuxième axe, c'est le lieu. Et le troisième axe, c'est l'action. C'est-à-dire de penser que la mobilité, au fond, revient, à rediscuter, à redesigner cette trilogie théâtrale qui a organisé quand même depuis des siècles l'acte de formation, notamment dans le secondaire et le supérieur, mais à revisiter et à identifier un petit peu quelles sont les ruptures ou les évolutions, qui peuvent être de rupture, mais pas que, de notre rapport au temps, de notre rapport au lieu, de notre rapport aussi à l'action, et derrière ça, à nos postures. Et c'est vrai que dans l'évolution aujourd'hui qui semble, accompagner cette prégnance des technologies dans la sphère éducative, c'est ce renforcement, de ce besoin d'explicitation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, là où la fixité de l'organisation éducative permettait d'avoir des repères, c'est-à-dire qu'on vient dans un amphithéâtre, on sait qu'on va écouter, on va dans une bibliothèque, on sait qu'on va se taire, les pratiques de mobilité et en quelque sorte la disparition des éléments tangibles et matériels de l'organisation via leur digitalisation, leur numérisation, amène, et entre autres et surtout l'enseignant dans un premier temps, à faire une opération qui parfois n'est pas simple, qui est celle du passage de l'implicite à l'explicite de la pratique. Et ça rejoint tous les travaux de John Hattie notamment lorsqu'il parle de l'apprentissage, c'est-à-dire de rendre à la fois visible, explicite, que ce soit les objectifs, mais également l'apprentissage en train de se faire. Et je crois que ça, c'est une notion qui est importante, c'est-à-dire de reconnaître ce que disait déjà Saint-Augustin, c'est dire que c'est quand même pas d'aujourd'hui, c'est que le sens précède la connaissance. Et que besoin de signification préalable est aujourd'hui, quelque chose qui est à la fois,
l'une des clés de voûte de l'exercice, comment dire, raisonnable et durable des pratiques de mobilité sous toutes les formes qu'elles puissent se décliner, mais aussi propice à l'engagement et à la persévérance des étudiants. Parce que je veux dire, cette mobilité enseignante, elle s'exerce à travers ces trois axes que je viens d'évoquer, mais aussi, je veux dire, elle vient interroger l'enseignant dans son rôle aujourd'hui, dans un monde où à la fois c'est un monde en mouvement, mais ça on conviendra tous, même si actuellement nous sommes dans une fixité de l'écoute, mais dans un monde en mouvement aussi qui multiplie les sources d'information et qui multiplie les modes de formation. Et c'est vrai qu'il y a une forme de mobilité également dans le cours d'action que l'enseignant a quelque part à exercer. En se posant la question, mais comment moi, en tant qu'enseignant du rôle institutionnel, de mon identité professionnelle, je vais participer à cette mobilité des différentes formes et sources d'apprentissage en assurant des reliances pédagogiques qui va venir réunir ces fragments que peuvent aller découvrir, butiner les apprenants, que ce soit à distance, mais que ce soit même dans le temps de l'action un peu plus amphithéâtral, je veux dire, lorsqu'on est face à des grands groupes en présence. Et c'est vrai que ces différents exercices de mobilité questionnent, et c'est ce que disait Bruno, ces besoins de prise de conscience de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la mobilité, c'est pas uniquement une opposition entre la synchronie dans un espace-temps de l'acte pédagogique, mais plutôt de cette approche diachronique qui va amener à relier différents temps d'apprentissage. Et ça amène, je veux dire, justement j'en étais là, à poser la question de la formation et de l'accompagnement, parce que le risque aujourd'hui que l'on pourrait craindre dans la posture d'enseignement, c'est qu'à la fois les technologies génèrent beaucoup de frustration, de difficultés, parce qu'on voit que les communications ne sont pas forcément aisées, qu'on n'est pas forcément à l'aise avec cette communication médiatisée, où moi par exemple il n'y a que ma tête que vous avez en face, et puis toutes mes gesticulations, au moins vous n'avez pas à les supporter. Donc il y a toute cette réduction aussi du corps, du corps à l'esprit, qui peut poser aussi question dans la médiation, ça c'est une chose, mais également de s'assurer qu'on se retrouve dans cette nouvelle relation pédagogique et qu'on puisse, faire que cette relation pédagogique ne soit pas uniquement une relation pédagogique qui soit spectacularisée, parce qu'il y a dans le spectacle bien des instruments techniques, mais que, je veux dire, cette instrumentation, cette instrumentalisation, donc c'est tout équilibre entre les deux, contribue, je veux dire, vraiment à faire, je veux dire, de l'acte pédagogique un véritable acte d'apprentissage et pas uniquement un show médiatique. Pour toi, Bruno, l'apprentissage mobile, est-ce que tu penses que c'est quelque part une remise en question de la posture de l'enseignant ? Alors, une remise en question de la posture de l'enseignant. Pour moi, la remise en question de la posture de l'enseignant, c'est le fait qu'il va utiliser des technologies comme un levier, en fait, pour modifier ses pratiques. Et donc, oui, quelque part, la technologie mobile peut être un levier pour ça. Ce que je veux dire, c'est que quand on a des étudiants qui utilisent des technologies mobiles, quand on a un enseignant qui est connecté d'une manière mobile, la réflexion qu'il doit avoir, c'est en quoi est-ce que cette technologie peut me permettre de développer des dispositifs d'apprentissage que je juge plus efficaces pour que l'apprentissage puisse se faire mieux. Et donc, quelque part, il se remet en question. Il va remettre en question sa propre pratique. Et donc oui, je pense que ce sont des occasions pour que la posture de l'enseignant puisse être transformée, puisse être modifiée, puisse être remise en question. Et je crois que c'est ça l'évolution normale de l'être humain et donc de l'enseignant. C'est est-ce qu'on est capable de se remettre en question selon les réalités qui nous entourent et bien sûr celles de nos étudiants pour arriver à remettre et mettre en place des dispositifs d'apprentissage qui sont améliorés. Alors, ça ne veut pas dire que le mobile va améliorer les dispositifs d'apprentissage. Hein. Ça veut dire que, au travers du mobile, on peut améliorer les dispositifs d'apprentissage pour autant qu'on estime que ce sont les moyens pertinents pour atteindre nos objectifs. Donc, ça ne va pas de soi. Mais la remise en question de l'enseignant peut permettre d'améliorer ces dispositifs d'apprentissage et le mobile peut être une occasion pour ça. Merci. Didier, tu m'entends ?
Une petite question pour toi aussi, puisque tu es robotisé. J'aurais aimé profiter de ton expérience de robotique de téléprésence, puisque aujourd'hui tu es parmi nous avec un avatar mécanique. Et pour toi, alors, quel essor vois-tu dans cette technologie de robotique de téléprésence? Pour quels usages éventuellement? Alors, une petite minute. Hein. Alors nous, de notre côté, puisque nous avons également un robot de téléprésence qui s'appelle Adam, parce que Eve tarde un peu à le rejoindre, mais on compte bien fonder une famille. Et puis, nous avons défini 7 scénarios d'usage que je vais pas, Julia, décliner. Mais à la fois, c'est un usage dont on voit qui rencontre tout son intérêt. Bon, à la fois dans l'acte pédagogique, mais que ce soit pour les étudiants qui sont à distance ou pour l'enseignant qui est à distance. Je veux dire, ça marche très très bien dans les deux sens. Mais pour rejoindre ce que disait aussi Bruno, ce qu'on remarque déjà, c'est que c'est l'importance de la congruence. C'est-à-dire que le robot de téléprésence, oui. Là, il ne faut pas oublier qu'il a des roulettes, et que les roulettes, ça veut dire qu'il est mobile. Et c'est vrai que si c'est utiliser un robot de téléprésence, je veux dire, uniquement dans sa fixité, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va, montrer sa plus-value. Par contre, dès lors où il y a de la mobilité, c'est-à-dire pour un enseignant qui est à distance, un travail de groupe, je veux dire, on sait aujourd'hui, nous on constate que ça fonctionne très très bien, pour également, je veux dire, la participation à des jurys de thèse, ça fonctionne très très bien. Et qu'est-ce qui fonctionne bien? Au fond, ce qui remonte principalement, c'est que c'est le sentiment de présence. C'est-à-dire que ce sentiment que la personne est là, même si elle est complètement robotisée, mais l'usage de cette mobilité permet de retrouver quelque part, je veux dire, certains principes de la communication interpersonnelle. C'est-à-dire aller rechercher le regard de quelqu'un, en se tournant vers la personne, ça permet de se rapprocher, d'aller voir d'autres personnes, et tous ces éléments-là, aujourd'hui, je veux dire, nous encourage vraiment à poursuivre la création de notre famille robotique, et pas uniquement pour des raisons de longue distance, hein, mais pour des raisons de recherche de compatibilité entre des espaces-temps qui, si on était uniquement dans des temps de présence fixe, eh bien, ne seraient pas compatibles. Merci Didier. Voilà. Effectivement, on peut imaginer qu'il y aurait des évolutions autant dans le fond technologique que la forme de ces robots de téléprésence. Et quelque part, les usages possibles nous questionnent, mais d'ores et déjà, on voit énormément d'usages apparaître dans nos universités ou même dans les écoles et collèges, puisque c'est aussi utilisé pour, par exemple, permettre à des étudiants empêchés, des élèves empêchés, même qui ont une grave maladie, de pouvoir aller à l'école. Alors, je vous propose qu'on avance pour passer à la deuxième thématique, les différentes formes de mobilité des étudiants. Et quelque part, on va inverser les temps de parole en redonnant parole à Didier depuis Québec pour nous apporter des éléments d'information sur cette mobilité-là. Alors, quid des étudiants, Didier ? Oui, merci de me donner la parole donc pour peut-être un petit peu moins de 8 minutes compte tenu je veux dire, de votre horaire. C'est vrai que la mobilité étudiante aujourd'hui, je pense que nous amène à repréciser certains éléments par rapport à ce qu'est l'étudiant du XXIe siècle. C'est vrai que l'étudiant du XXIe siècle, il a cette caractéristique d'être un étudiant qui est connecté. Alors bien sûr, on s'accorde tous à reconnaître le fait que c'est pas parce qu'il est connecté qu'il est hyper compétent dans la maîtrise de l'ensemble du panel d'outils technologiques, assurément. Mais ceci étant, ça veut dire que que la collectivité, aujourd'hui, devient pour lui l'une des composantes de la valeur d'usage, si je puis dire, d'une offre de formation. C'est-à-dire être aujourd'hui dans un dispositif de formation, dans un local qui n'offre pas une bonne connectivité, c'est vrai, va venir altérer, l'intérêt même, quand on reviendra sur les espaces, sa vie dans les espaces. C'est une génération aussi que l'on appelle, de ce côté-là, la génération Z, au-delà de toutes les discussions que l'on pourra avoir autour de ces terminologies, c'est quand même, une génération qui fait de la mobilité une forme de principe d'existence et qui, on le voit notamment dans le cadre de l'emploi, pose aujourd'hui un certain nombre de questionnements au DRH qui se disent mais comment retenir cette population qui est plus mobile que ne l'étaient, ses parents, ses grands-parents.
il est vrai aussi que, je veux dire, derrière cette question de mobilité, pour bien comprendre cette population étudiante, c'est une population dont on dit qu'elle est au fond multitâche. Alors, derrière ça, je pense qu'il faudrait préciser, c'est que ce ne sont pas forcément un parallélisme de tâches, mais ce serait plutôt du régime de la fragmentation d'un certain nombre d'activités qui sont mis bout à bout et qui, je veux dire aussi, peuvent donner l'impression qu'on est vraiment dans une approche qui est très superficielle. Je dis bien impression. Et puis, un autre élément aussi de cette mobilité, de ces caractéristiques de cette, de cette génération qu'on peut qualifier d'étudiants du XXe siècle, du XXIe siècle, c'est ce rapport à l'immédiateté. Ce rapport à la fois à l'immédiateté, donc on pourrait aussi traduire sous un angle psychanalytique une problématique entre désir et frustration qui n'est pas toujours facile, mais aussi, je veux dire, cette appétence pour l'ubiquité, c'est-à-dire que je suis là, mais je suis également ailleurs. Et que faire de ces caractéristiques-là dans le contexte, en quelque sorte, de mobilité étudiante? Eh bien, je pense que ça nous amène peut-être à réviser, je veux dire, cette notion de mobilité étudiante du côté, justement, des apprenants, qui classiquement a quand même été pensé, ce que j'appelle à un niveau très macro de la mobilité, qui est la mobilité géographique. Et on voit le processus de Bologne qui prévoyait que 20% des étudiants devaient opérer une mobilité géographique, ce qui n'est pas sans poser quand même un certain nombre de questions qui sont à la fois la préparation à cette mobilité, le vécu de cette mobilité et le retour post-mobilité. Parce qu'on sait très bien que, je veux dire, cette macro-mobilité va poser un certain nombre d'interrogations et aussi de reconnaissance et de préparation. On pourra revenir plus en détail au moment des questions, mais il ne faut pas, minimiser ce point-là, parce que ce qu'on constate, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a une iniquité dans ces mobilités étudiantes, dans ces macro-mobilités, c'est-à-dire que si on prend à âge égal et à niveau de formation égal, on voit bien que la mobilité est très, ciblée, à la fois à travers les disciplines et qu'il y a également, une incidence du genre sur les mobilités. Donc, ce sont des éléments quand même qui sont importants dont il faut tenir compte. Un autre élément du côté de la mobilité étudiante, c'est ce que j'appelle la mésomobilité, c'est-à-dire ce besoin, et je reviendrai tout à l'heure sur les modalités pédagogiques, de flexibilisation des parcours. Aujourd'hui, alors tout dépend des cultures, dans ce que je vais dire, on n'a pas le même écho que si on est dans une culture anglo-saxonne ou dans une culture plus latine française, c'est-à-dire ce besoin de pouvoir, au fur et à mesure que j'avance dans les études, baccalauréat équivalent licence, de pouvoir exercer une mobilité dans différents champs disciplinaires. Et on voit comment, l'absence de cette offre de mobilité à travers les dispositifs de formation est susceptible de contribuer à un fort taux d'échec. Et c'est vrai que la mobilité aujourd'hui pourrait être pensée comme étant un vecteur de réussite des étudiants. Et puis, il y a également, en termes de mobilité étudiante, quelque chose qui est attendu, ce que j'appelle la micromobilité, c'est-à-dire la mobilité relative aux différentes modalités pédagogiques qui sont proposées. C'est-à-dire non pas que tout soit dans un contexte de pédagogie active ou versus tout dans un contexte de pédagogie transmissive, parce que l'étudiant et comme l'enseignant travaille dans une économie d'investissement et également de notes qui l'attend, la notion de réussite dont nous pourrions parler est quand même très très personnel, mais cette recherche d'un équilibre entre la théorie et la pratique, et de nombreuses études montrent que cette mobilité, cette micromobilité entre ces deux formats ou ces deux modalités, ces deux approches pédagogiques, en fait, est orientée par une chose qui est essentielle, qui est la question du sens. Et c'est vrai que cette micromobilité, en fait, pour qu'elle s'exerce, tout comme les autres mobilités, suppose que l'étudiant soit en capacité, seul et accompagné, de construire du sens. Alors, je vais reprendre cette phrase de Sénèque qui disait, alors on l'attribue à lui, mais il y en a peut-être d'autres qui ont eu cette même idée, mais au fond, je partage avec vous, c'est qu'il n'y a de bon vent que pour celui qui sait où il va. C'est-à-dire qu'il n'y a de mobilité constructive et positive
que pour celui qu'il signe de bas. Et ça, c'est un élément important, et élément et pour lequel, je veux dire, le numérique, à la fois dans les outils, peut contribuer à un exercice, positif de cette mobilité, à la fois à travers les formes d'adaptative learning qui étaient évoquées tout à l'heure par Bruno, mais aussi par des systèmes d'information numérique pédagogique qui apportent de la connaissance sur le parcours de l'étudiant et peuvent aider aussi à l'exercice de cette mobilité par différentes réorientations. Parce qu'en fait, la mobilité étudiante, on peut la penser dans le fait qu'ils apprennent, on reviendra là-dessus, dans plusieurs espaces, avec plusieurs personnes, etc. Ça, on commence à savoir comment ça se passe. Mais cette mobilité aussi, elle s'exerce par rapport à là où ils souhaitent aller. Et ça suppose aujourd'hui des environnements qui soient étayants, des environnements numériques dont les traces numériques aident à l'exercice de cette mobilité et à éviter que cette mobilité, conduise l'étudiant dans des errances ou dans des lames desquelles il aurait quelques difficultés à s'extraire. Merci. Merci Didier. On va passer la parole à Bruno pour la suite et ensuite on enchaînera sur quelques minutes de questions. Alors c'est la dia plus loin. Voilà, encore. Je vais en commenter une. Voilà. Donc, est-ce qu'être un étudiant mobile, est-ce que c'est être comme un migrant? On ne voit pas. On ne voit pas au-dessus. Ah, le Canada ne voit pas? Ah, on voit le Canada, on ne voit pas la présentation. Qu'est-ce que vous avez contre le Canada? Ok, là c'est bon. Ah, voilà. Très bien. Donc, à toi, Bruno. Les 4 minutes que je vais occuper là, c'est, je reprends, est-ce que être un étudiant mobile, c'est comme être un migrant connecté? Alors, je vais vous parler d'une chercheuse qui est française d'origine roumaine, Dana Diminescu, qui en fait se préoccupe pas du tout des technos, mais s'occupe des migrations. Et elle s'est rendue compte en fait que très récemment, il y avait un tout nouveau paradigme en termes de migration, qui est celui que les migrants ne sont pas déconnectés, ils sont très connectés. Et que ça change beaucoup de choses dans la manière dont ils vivent ce déchirement qui se présente à eux. Ceux qui sont en mouvement, ils donnent des nouvelles chez eux via des textos, ils reçoivent de l'argent éventuellement par des transferts qui se font via les technologies, ils partagent leur expérience, ils proposent des vidéos de ce qu'ils ont vécu en passant par un endroit particulier. Pour ceux qui sont installés quelque part et qui sont des migrants qui ont pu s'établir à un endroit, ils veulent rentrer en contact avec les personnes soit qui sont dans le même pays qu'eux, soit qui sont restés au pays. Et on a des exemples de jeunes mères qui prennent contact sur Skype avec leurs enfants pour garder ce contact avec la réalité qui est celle de leur séparation, mais en même temps créer cette nouvelle présence. Et donc la réflexion à cette chercheuse Dana Diminescu, c'est le fait que de cette double absence, en fait on n'est pas chez soi, ce qu'on dit souvent de quelqu'un qui est en migration, et on n'est pas chez soi ni dans le pays, enfin on n'est plus chez soi dans le pays duquel on vient, et on n'est plus chez soi dans le pays dans lequel on est. En fait on passe de cette double absence à une double présence. C'est en même temps on est bien là, et en même temps on est en contact avec ces lieux qui sont nos lieux d'origine. Et que, surtout, ce qu'elle constate, c'est qu'en faisant des analyses, c'est que l'intégration de ces personnes-là, quand il y a cette double connexion, elle est bien meilleure que quand elle n'existe pas. Et donc la réflexion qu'on peut essayer d'avoir par rapport à l'apprenant mobile, c'est est-ce qu'on ne devrait pas utiliser ces capacités mobiles pour justement essayer de créer, de renforcer ces liens entre ces différents lieux dans lesquels l'étudiant peut exister. Il existe dans l'établissement, il existe chez lui, il existe quand il est autre part, il existe dans différents univers. Et est-ce que le mobile, est-ce que l'outil numérique n'est pas un moyen de créer cette double présence qui va faire qu'il y aura une meilleure intégration des deux, qu'il y aura une plus grande perméabilité entre les différents, et que donc l'apprentissage, en fait, il se déroule non pas simplement dans un lieu, mais dans tous les lieux dans lesquels il vit. Après, avec les limites qu'on a pu évoquer tout à l'heure concernant l'enseignant, on ne doit pas être en charge tout le temps. Donc c'est aussi quels sont les moments où on peut se déconnecter pour continuer à vivre autre chose que ce qui est de l'ordre de l'apprentissage. Quelles analyses fait-on de ces usages étudiants en termes d'environnement personnel d'apprentissage? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil
dans l'établissement, à l'extérieur de l'établissement? Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'ils se parlent? Quand on voit le nombre d'étudiants qui créent des groupes Facebook pour se parler entre eux de ce qui se fait au cours et qui reproduisent parfois des cours entiers, enfin voilà, est-ce que l'enseignant utilise ça pour créer ce lien peut-être d'une façon plus économique, entre guillemets, avec les questions qu'on peut se poser autour de l'utilisation d'outils comme cela, mais il n'empêche que ça correspond aussi à une réalité de leur part. Et donc, voilà, je crois que c'est important de se poser cette question de cette double présence, la manière dont la mobilité, les outils mobiles peuvent y répondre, et puis après, avec tous les questionnements que ça peut occasionner, mais par rapport auxquels on a sans doute aussi des réflexions à avoir et des réponses à apporter à un moment donné. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette seconde partie. Merci. Merci. On a tenté, durant cette table ronde, elle n'est pas terminée, hein, mais jusqu'à présent, de vous faire vivre en même temps des expériences de mobilité basées sur la technologie. Donc, Didier qui est robotisé. On interagit avec vous par Twitter. Je ne sais pas si vous avez vu nos messages ou répondu ou posé des questions. On lance aussi cette expérience, c'est-à-dire vous montrer qu'a priori c'est facile d'interagir avec un public sans avoir fait de gros préparatifs et de vous proposer un quiz, c'est-à-dire un feedback, un retour, sachant que, comme l'a dit Jonathan dans ses études, c'est un des leviers principaux d'apprentissage, organiser un feedback avec ses apprenants. Donc on vous encourage à tester ça. Vous vous connectez sur m.socrative.com à partir de n'importe lequel de vos doudous numériques. Vous allez atterrir sur un petit écran qui ressemble à celui-là. Vous vous connecterez... Ah, pourtant, moi, je l'ai là. Hein. Non, c'est à droite. Oui, mais ça fait au moins 1 minute que je l'ai projeté. C'est celui de droite. Pardon. Moi, je l'ai là. C'est hein. bon, c'est bon. C'est bon? Donc, ok. Donc, m.socrative.com. Merci d'avoir indiqué que vous ne le voyez pas, parce que ça peut servir. Le nom de la salle, c'est Talk. TALK, vous taperez ça en tant que connexion étudiant et normalement vous devriez pouvoir rentrer dans le quiz. Alors si je vous montre à quoi ça ressemble, côté étudiant c'est ça, là vous rentrez Talk et vous devriez pouvoir répondre au quiz. Et je peux vous montrer côté prof ce que ça donne et vous vous voyez en train de remplir vos quiz. Toutes les réponses rouges sont les réponses qui sont moins en adéquation avec les objectifs du quiz. Et les réponses vertes sont celles qui sont en adéquation avec les objectifs du quiz. Vous aurez fatalement une note. C'est pas du tout anonyme. Là, je suis en train de prélever tout ce qu'il y a dans votre téléphone. Non, c'est pas vrai, bien entendu. Donc, c'est un quiz totalement anonyme. Vous voyez, c'est marqué Anon. Donc, vous pouvez raconter les bêtises, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai que ça s'affiche pas, c'est dommage. On a toujours cette problème dualité d'affichage. Alors je vais tenter de vous le montrer. Voilà ce qu'on voit côté enseignant. C'est-à-dire que là, vous vous voyez en train de remplir les quiz. D'accord? Donc vous voyez que la salle, il y a X répondants qui sont en train de compléter leur quiz tranquillement. Et ça me permet d'ailleurs en même temps, commencer à regarder les réponses. Mais ça sera pour plus tard, parce qu'on va vous laisser le temps de répondre, comme ça, hein, voir s'il y a de la participation. Et en fait, ça, c'est l'expérience préalable pour parler de... la mobilité pédagogique avec Didier dans un premier temps. Alors je vous ai laissé en dessous de la diapo, vous la voyez la diapo, les photos Didier, etc. Donc vous avez le lien et le nom de la salle, vous pouvez continuer à côté pour poser les questions. Et je vais donner la parole à Didier, tu m'entends Didier? Parfait. Bon, donc on te laisse quelques minutes pour nous parler de la mobilité version pédagogie. À toi. Merci beaucoup. Par rapport à ce qui a été dit, bien sûr que le numérique semble changer un certain nombre de choses, mais s'il y a une chose qui ne change pas, c'est le fait qu'on n'apprend pas uniquement à l'école ou à l'université. Fort heureusement, parce qu'on pourrait se dire, au fond, le temps qu'on y passe ne suffit pas à tout apprendre. L'école, et depuis fort longtemps, elle s'exerce dans plusieurs mondes. Il y avait le monde de la sphère familiale, il y avait le monde de l'école, et puis plus globalement le monde de la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, à ces mondes-là, matériels et physiques, je veux dire, il y a ces espaces numériques. Mais je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que ça fait partie de la construction du puzzle aujourd'hui de l'organisation pédagogique, qu'il y ait des pages Facebook, qu'il y ait des choses à l'extérieur. Eh bien, on peut se dire aussi ça participe d'une forme d'appropriation par les apprenants de leurs apprentissages, puis peut-être aussi une forme de développement d'esprit critique. Donc,
Facebook, pas Facebook, on pourrait en discuter longtemps. La question qui me semble, je veux dire, intéressante peut-être à partager avec vous derrière cette question de mobilité et pédagogie, c'est sous plusieurs angles. C'est déjà cette question plus à la fois de la granularité de l'acte ou du design pédagogique, dans un premier temps, sur lequel nous pourrions nous interroger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que apprendre, je veux dire, ça s'exerce dans des temps contraints de 2 heures, ou est-ce qu'il faut repenser les formes de granularité des activités pédagogiques? Et puis, également, souvent, de la flexibilisation. C'est-à-dire que parler de mobilité, la question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, dans les pratiques pédagogiques, qu'est-ce qui fait que la mobilité peut s'exercer? Et là, je voudrais revenir sur plusieurs niveaux de cette flexibilisation et reprendre certains propos de tout à l'heure. La question du parcours. Aujourd'hui, comment penser un parcours sous l'angle de la mobilité? À la fois de la mobilité dans le temps et la mobilité dans l'espace. Mobilité classique, géographique, macromobilité, mais mobilité aussi dans l'espace qui ferait que, eh bien, je peux suivre des cours à la fois sur campus et des cours à distance. Comment aujourd'hui nos organisations permettent-elles l'organisation et la mise en acte de cette mobilité? Puis également, cette mobilité temporelle. Aujourd'hui, et depuis fort longtemps, l'apprentissage est réglé à partir de la montre de l'enseignant ou de l'institution. Mais qu'en est-il aujourd'hui des possibilités de rendre mobile le temps, à la fois dans le rythme d'apprentissage, mais également dans les fréquences, et qui nous amènerait là, par exemple, à nous questionner sur l'intérêt qu'il y aura pour contribuer à cette mobilité, je veux dire, à penser des temps pleins, des temps partiels, je veux dire, d'étudiants. C'est-à-dire la mobilité, ça peut aussi se penser, je veux dire, et se décliner sous le régime, par exemple, d'un étudiant à temps partiel. Ça parle beaucoup du côté québécois. C'est vrai que du côté français, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne parle pas de formation tout au long de la vie quand je dis ça. Et ces parcours, cette flexibilisation des parcours aussi, je veux dire, peut permettre aussi une mobilité anticipatrice. Par exemple, comment, je veux dire, dans les modalités pédagogiques telles qu'elles sont structurées aujourd'hui, je peux permettre à un étudiant de valider par anticipation, ce qu'on appelle dans certains milieux les passages intégrés, je veux dire, déjà des crédits du cursus suivant. C'est-à-dire comment on exerce une mobilité également dans cette organisation pédagogique. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est important. Mais aussi, je veux dire, cette mobilité, quelles qu'en soient les différentes formes de flexibilisation, donc que l'on soit en présence, que l'on soit à distance, mais aussi parce que souvent, on a ces deux formes-là, donc qui amènent aux universités bimodales, mais c'est vrai qu'aussi que la mobilité, sous l'angle de la pédagogie, peut se décliner sous l'angle de la comodalité, c'est-à-dire comment, par exemple, je suis à la fois dans un cours où il y a des personnes en présence, des personnes à distance synchrone, à distance asynchrone, c'est-à-dire quels sont tous les axes autour desquels, je veux dire, on peut penser cette mobilité pédagogique. Et bien sûr, cette mobilité pédagogique autour des questions de format pédagogique. Et d'attention pédagogique. Alors je reviens aux formes plus transmissives, aux formes plus appropriatives, mais dont on voit bien qu'aujourd'hui, par rapport, je veux dire aussi au public d'étudiants et aussi par rapport à cette attente, eh bien ce besoin de collaboration. C'est vrai que la mobilité aujourd'hui, et c'est ce qui était évoqué notamment tout à l'heure, précédemment, c'est que cette mobilité, elle s'exerce d'autant plus facilement que, je veux dire, des lieux et des pratiques de socialisation et des sentiments d'appartenance s'exercent. Mais il ne faut pas rêver non plus. Il faut toujours se poser la question de est-ce que chaque étudiant, je veux dire, a la même capacité à vivre la mobilité. Là, je mettrais une certaine réserve, parce que de nombreuses études quand même nous montrent que, notamment à partir de cette variable qui est le sentiment d'auto-efficacité, eh bien, l'étudiant n'a pas la même, capacité à vivre cette mobilité. Et aussi cette mobilité dans différents formats, dans différentes pratiques, je veux dire, c'est parfois difficile aussi à vivre pour l'étudiant, parce que ça ne correspond pas non plus
aux modèles qui lui ont permis d'en être là aujourd'hui. Et ça va permettre, si on veut que ce soit une mobilité maîtrisée, un désapprentissage de certains chaînes, de certains patterns d'apprentissage chez l'étudiant pour en réapprendre d'autres. Mais également, cette mobilité va poser une question qui est aujourd'hui, qui est comment cette mobilité, et notamment les compétences qui se développent et qui sont convoquées par ces exercices de mobilité dans ces actes pédagogiques, qui peuvent relever de ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire toutes ces compétences un peu transversales, sont reconnues par l'institution. Non pas qu'il faille forcément donner une valeur à tout, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est posé. C'est comme si lorsque l'on développe des pédagogies actives fondées sur l'apprentissage par problème, toutes les dimensions organisationnelles ne faisaient pas partie, je veux dire, de ce qui était reconnu comme étant une valeur dans la dynamique pédagogique. Tout ça pour dire que on a aujourd'hui tout un ensemble de panels d'outils, de formats pédagogiques qui nous permettent de penser cette mobilité, mais que cette mobilité ne s'exerce pas forcément, et notamment parce qu'il y a un certain nombre de tensions qui s'opèrent entre ce qui m'a construit et les nouvelles situations, mais également des tensions qui font que ça ne correspond pas forcément, ces pratiques, aux règles, aux normes qui sont actuellement en vigueur dans les organisations éducatives. Et c'est vrai que penser ces mobilités vont nous amener à repenser, je veux dire, un certain nombre de règles, de fonctionnement. Et par exemple, comme on le voit dans certaines organisations, dès lors où on se dit, tiens, la mobilité, on l'a traduit par une offre de cours à distance, la question tout de suite qui se pose, comment je reconnais le temps enseignant dans une pratique de formation à distance? Et c'est vrai que penser mobilité nous amène à réviser aussi toute notre organisation de règles, de normes et de valeurs. Merci. Merci Didier. On va compléter avec les propos de Thierry à ce sujet et après vous aurez la parole pour des questions. N'hésitez pas aussi à utiliser Twitter, qui peut être un lien aussi pour faire remonter vos questions. À toi Thierry. Merci Jean-François. Moi je vais mettre un petit peu d'affect dans ma présentation parce que il est clair que parler ici à l'école des cadres de l'éducation nationale, ça me ramène 31 années auparavant lorsque j'étais jeune prof certifié stagiaire et qu'à la fin il y avait un jury, j'étais face à entre autres un inspecteur, donc il doit bien y avoir des inspecteurs dans la salle, et qui me demandait quel est votre objectif, quel est l'objectif lorsque vous allez être titulaire, donc il fallait répondre amener 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, ce que j'ai répondu et j'ai été titularisé. Donc je suis très content de pouvoir partager avec vous donc, dans le cadre de cet établissement quelques réflexions prises sur le terrain, puisque cette table ronde s'appelle mise en œuvre de la mobilité. Donc je suis passé du côté de l'ingénierie et donc de la maîtrise d'œuvre. Je vais vous témoigner deux pratiques de mobilité qui font appel à ce que disait tout à l'heure Didier, des soft skills, c'est-à-dire des compétences transverses. Donc si tu veux bien me mettre la première diapositive, Jean-François. C'est bon, c'est bien ça. Donc il s'agit de HackEduc, le hackathon de l'école numérique. Donc on est dans une actualité brûlante puisqu'il va avoir lieu la semaine prochaine pendant Educatis. Donc il s'agit d'un événement qui propose aux enseignants de se réunir pendant Educatis et d'encourager leur créativité, donc d'encourager un nouveau type de compétences de travail collaboratif avec des gens qu'on ne connaît pas, de disciplines différentes. Donc l'interdisciplinarité est aussi un sujet chaud en ce moment. Donc ce hackathon est, alors il se trouve qu'on est ici, il est organisé par la direction du numérique de l'enseignement de l'éducation nationale et rien à voir avec la direction du numérique de Paris Descartes, ne pas confondre. Piloté par Claudio Simelli ce qui est très intéressant, c'est que étaient présents hier Jean-Marc Mériot de Canopée, je vois Michel Muller de l'ONICEP qui est là, on fait partie du comité de pilotage de ce HackEduc. J'ai eu le plaisir d'être dans le jury de ce HackEduc qui a eu lieu donc
en février dernier, puisque les événements de novembre dernier ont fait qu'on a décalé Educatis. Et ce Hack-Éduc a été vraiment une expérience extraordinaire d'avoir des enseignants qui sont venus globalement pendant 2 jours travailler, se rencontrer dans le cadre d'Educatis, travailler sur des projets. Donc un sujet était donné et il s'agissait de créer un prototype. Donc c'est le but des hackathons généralement, créer un prototype et le soumettre et le soutenir devant un jury. Donc vous avez sur le lien en bas de la diapositive tout ce qui concerne la précédente édition et les soutenances des différentes équipes. Et je vais rebondir par rapport à ce Hack-Éduc, donc de la semaine prochaine, pour m'excuser de ne pas être présent tout le colloque avec vous. Malheureusement, je vais devoir partir demain après-midi parce qu'on organise mercredi soir, le 9 novembre, une préconfiguration de la deuxième diapositive de ce qui s'appelle la nuit du numérique. Donc j'organise dans le cadre de Paris Descartes cette nuit du numérique, cette fois pour des étudiants, toujours dans un mode collaboratif avec des équipes et des étudiants qui s'inscrivent sans se connaître. Et donc il y a tout un tas de phases déjà expliciter qu'est-ce qu'on attend d'eux, comment ils vont travailler en équipe en essayant d'avoir dans une équipe un bon équilibre entre les différentes compétences. Mettre 5 étudiants en informatique ensemble ne va pas vous donner un projet forcément extrêmement intéressant dans le cadre d'un prototype. Ils vont vous montrer un logiciel et c'est tout. Par contre, mettre ensemble un étudiant en médecine, un étudiant en design et un codeur, là, vous commencez à avoir des choses très intéressantes qui sortent. Donc là, il s'agit encore une fois d'une mobilité où là, les étudiants se retrouvent dans un endroit autre que l'université. Ils vont travailler sur un sujet qui est aussi extrêmement brûlant sur l'intelligence collective et l'intelligence artificielle. Donc on leur donne accès à des mentors, accès à des spécialistes de ces différents sujets. Je suis assez content d'avoir pu solliciter, par exemple, la possibilité d'utiliser Watson en tant qu'intelligence artificielle d'IBM. Donc, ils auront la possibilité de coder et d'utiliser une intelligence artificielle en live, ou les nouveaux moteurs de type Skype de Microsoft qui eux permettent de faire, imagine une visioconférence où je parle avec des personnes qui ont une autre langue que moi, je m'exprime en langage naturel, ce que je dis est automatiquement traduit, donc transcrit, et avec une synthèse vocale émis dans la langue naturelle de la personne qui discute avec moi, tout ça en temps réel, et l'API qui permet de le faire va être mis à disposition de ces étudiants pendant la nuit du numérique. Donc pourquoi je ne serai pas là demain soir? Tout simplement parce qu'on organise l'apéro des noctambules, puisqu'ils vont rester une nuit. Et cet apéro des noctambules, ça va être le prémisse déjà pour savoir si tous les inscrits vont venir, parce que c'est toujours l'année dernière, on avait 120 inscrits et une quarantaine qui sont venus. Là, on attend, il y a 90 personnes qui ont dit qu'ils venaient à l'apéro des noctambules. Je sais qu'au-delà de 60, on va avoir du mal à gérer les différents groupes, puisqu'un groupe de 5 est normalement permet de travailler sereinement. Au-delà, on arrive dans le bordel ambiant. Voilà, donc moi je tenais à vous témoigner de ces deux expériences qu'on reproduit chaque année. Et donc qui vont malheureusement avoir lieu en même temps l'année prochaine. Donc c'est une collègue de Paris Diderot qui me remplacera au niveau du jury du Hack-Éduc, à mon grand regret. Et quand on a deux événements intéressants qui se passent en même temps, c'est vraiment très difficile. Merci. Parole à la salle. Alors, je vois pas Québec à l'écran, donc je ne sais pas si ils ont des questions, mais on pourrait commencer éventuellement par leur donner la parole, parce que c'est toujours plus difficile de l'obtenir quand on est à distance. C'est compliqué les visios en étant à distance, donc on va leur donner la priorité éventuellement. Québec, est-ce que vous avez des questions?
Oui, alors je regarde ça. Ici, non, pas pour l'instant. Des questions? Non. D'accord. Donc, ici à l'ESN, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que nous en avons de notre côté? Non. J'ai vu sur Twitter éventuellement une question. La prendra qui veut bien. Hein, je l'adresse à tous mes intervenants. Comment penser un parcours sous l'angle de la mobilité? Certes, mobilité, mais quelque part, quand on pense à un parcours, comment le penser avec cette nouvelle donne qu'est la mobilité? Est-ce que ça vous interpelle? À chaque fois, il faut définir mobilité et quel public, quoi. Parce que là, tu entends mobilité par rapport à la pédagogie telle qu'on on vient d'en parler avec Didier. Par exemple, je prendrai tout à l'heure un exemple, je rebondirai dessus, sur un parcours qui vient d'être créé chez nous, qui est destiné aux étudiants en difficulté. La mobilité est, justement, ils sont en permanence sollicités sur un mode projet. Ils sont en permanence mis en contact avec des professionnels, pas seulement des enseignants. Et ce parcours a été bâti en un temps record par la personne qui va me remplacer à la direction du Pédagonum, parce qu'il y a, oui, j'ai oublié de vous le dire, il y a 15 jours, j'ai été nommé chargé de mission technologie pour l'enseignement auprès de mon président. Donc je change de casquette. Félicitations. Je te remercie. Donc effectivement, on peut au moment de la création d'une maquette, penser un parcours avec des activités qui ne sont pas seulement transmissives et en lien direct avec la discipline. D'accord. Bon, je vous propose qu'on avance tout simplement pour respecter des... Vous voulez prendre... Ah, pardon. Ouais, une question sur Twitter de M. Girard, qui est directeur d'école, et qui demande: la mobilité en éducation n'est-elle pas davantage une mentalité qu'une réalité physique? Les deux. Oui, Didier? Oui, c'est avant tout un principe d'action, la mobilité. Ensuite, ce principe d'action, on peut le décliner de différentes manières. La question, c'est qu'il faut que ce soit significatif et que ce soit pertinent pour l'ensemble. Mais c'est pour moi avant tout un principe d'action. Dans la suite de ce que disait Thierry, et je ne prends que 15 secondes, je veux dire, on peut arriver jusqu'à 13 à 14 degrés d'exercice de la mobilité dans nos offres de formation. Ensuite, on n'est pas obligé de tout actualiser comme potentialité, c'est par rapport à ce qu'on souhaite faire. Et par rapport aussi au projet pédagogique derrière ça, et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, on n'en a pas encore parlé, mais sur la notion de réussite que l'on véhicule, c'est-à-dire quelles sont nos valeurs qui sont derrière ça. Il est clair que la mobilité parfois peut rendre difficile la réussite académique, là où elle va renforcer la réussite éducative. D'accord. Je vous propose, merci Didier, d'avancer, puisqu'on a encore une thématique à traiter. Et bon, pour les problèmes de synchronisation avec Québec, il faut quand même qu'on respecte un maximum notre horaire. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran là où c'est marqué live. Vous le voyez? Non. Est-ce qu'on peut le projeter? Ça va venir. Est-ce que vous voyez les résultats du quiz? Oui? Bon, très bien. Par contre, il va falloir que je l'efface de là-bas, ça ne va pas être simple pour moi. Donc, je vous montre ici les résultats du quiz. Donc, si on voit la table des résultats, on voit quand même que vous avez été relativement nombreux à répondre. Je vous en félicite. Et donc, ici, on peut voir les réponses en live. Donc, vous avez répondu à plus de 45% sur smartphone, 21% sur tablette et 33% sur ordinateur portable, 0% sur mégaphone, c'est curieux. Ensuite, sur la deuxième question, donc, quel profil avez-vous? Majorité d'enseignants, 47%, personnel de direction, ensuite majoritaire. Excusez-moi, parce que je vois ça de très loin, en fait, je vois ça sur l'écran là-bas. Bon, après, vous voyez la déclinaison des autres profils, le profil le moins représentatif étant les étudiants, ce qui semble assez logique dans une école des cadres. Pardon. Alors, en 3, à la réponse pour vous, le numérique éducatif est avant tout
indispensable pour apprendre mieux, 13%, et majoritairement, c'est quand même un amplificateur d'une bonne pédagogie. Et il est vrai que, bon, tant qu'on n'a pas la pédagogie à amplifier, on a beau acheter un super amplificateur, il va amplifier que des parasites. Donc avoir des parasites en sortie, c'est pas très très intéressant. Donc la technologie, ça représente l'ampli. Il faut quand même qu'il y ait un bon signal en entrée. Alors, sur cette question que j'arrive pas à lire, êtes-vous pour ou contre l'utilisation du matériel personnel des étudiants, donc l'approche BIOD? Je suis pour, donc vous êtes très majoritairement pour. Alors qu'on constate quand même que nos établissements interdisent, dans la plupart des cas, l'utilisation de ces matériels. Alors qu'on est tous pour, bon, il faudrait quand même que le message passe à un moment donné. Effectivement, on peut faire des choses merveilleuses sans avoir à investir, enfin l'établissement n'a pas à investir, et puis les étudiants, quelque part, utilisent leur propre matériel, ils trouvent qu'il y a une continuité dans leurs usages et dans leurs comptes, donc quelque part, c'est assez facile pour l'enseignant. En tout cas, par expérience, moi, ce que je peux vous en dire, c'est que ça fonctionne plutôt bien, c'est assez fluide d'utiliser cette continuité d'usage plutôt qu'une rupture entre les outils institutionnels et les outils personnels. Alors, à cette question, enseignant, utilisez-vous le numérique dans vos cours hors projection de type PowerPoint, hein? Parce que pour certains, c'est vrai qu'on parle, est-ce que tu utilises du numérique? Oui, à chaque cours, je fais du numérique. Mais en fait, projeter, c'est une simple substitution, en quelque part. Hein. On n'utilise pas réellement les potentiels du numérique. Donc oui, très souvent, presque à chaque cours, pour la grosse majorité. Et bon, bien sûr, il y a une part de non-enseignants, donc on les exclut de l'échantillon. Donc on voit quand même que vous êtes fortement usagé du potentiel numérique dans l'enseignement. Et sur cette dernière question, donc utilisez-vous les réseaux sociaux pour échanger avec d'autres professionnels, puisqu'on constate en fait que le numérique, ce qu'il a apporté à l'enseignant, c'est la capacité à ne plus être seul, parce que quelque part on peut être dans un établissement où il ne se passe pas grand-chose en termes de pédagogie active ou autre, peut-être que c'est possible, mais quelque part ça permet, avec le numérique, de se décloisonner et de participer à des groupes, d'échanger des modules, d'échanger des connaissances, etc. Et quelque part, donc, c'est un puissant vecteur de développement professionnel de l'enseignant. Et on constate que, oui, effectivement, les personnes de la salle vont tous les jours, en majorité, échanger sur les réseaux sociaux, parler pédagogie, etc. Et je confirme, parce que je connais un certain nombre d'entre vous qui le font. Et je les surveille sur les réseaux sociaux. Et je suis ce qu'ils font avec grand intérêt. Voilà, donc en fait cette expérience, c'était pas pour faire une analyse sociologique de la salle, même si quelque part comme ça on vous a envoyé une image de qui vous êtes et de ce que vous faites, mais c'était pour bien montrer que c'est pas compliqué en éducation d'utiliser un outil. Alors certes, on va me dire je suis fiché, enfin il y a plein d'infos maintenant sur moi, ils savent tout, mais bon, peu importe, sans lancer ce débat, quelque part on vous a montré qu'avec des outils, quel que soit l'outil que vous utilisez, on peut de nos jours assez simplement instaurer une rétroaction, même dans une salle comme ça où les choses ne sont pas très préparées, puisque c'était la première fois que je venais à l'ESN, je ne savais pas du tout quel allait être le matériel, etc. Et on voit qu'on peut. Voilà. Donc ça, c'était la troisième expérience qu'on voulait vous faire vivre de mobilité, en ce qui concerne la mobilité pédagogique. Et nous allons tout de suite enchaîner avec la dernière thématique, mobilité et espace d'apprentissage, avec Thierry, pour nous parler de cette thématique-là. À toi, Thierry. Merci. Donc on va passer au diapo. Alors, espace d'apprentissage, déjà il s'agissait de définir ce qu'on entend par espace d'apprentissage. Donc je vois deux possibilités. Ah oui, j'ai mis une petite diapo marrante, parce que ça c'est classique, il faut toujours commencer par une diapo marrante. Mais c'est vrai que la pyramide de Maslow actuellement pour les geeks, elle a considérablement changé, puisque en dessous des besoins physiologiques, il nous faut du Wi-Fi et de l'électricité. Et ça, c'est vrai que dès qu'on est dans une conférence et qu'on fait du live tweet, et les tweetos qui sont parmi vous seront d'accord avec moi, dès que le Wi-Fi baisse, immédiatement, on voit les visages qui se referment. Donc, le vif du sujet est la diapo d'après. Donc, définir les espaces d'apprentissage, c'est où je travaille. Voilà mon bureau. La plupart du temps, je me retrouve à travailler sur mon ordinateur portable, la tablette, le téléphone, le terminal intelligent, puisqu'on est en liaison avec nos amis québécois pour qui la terminologie et utiliser des mots en français est important.
intelligent, donc terminal intelligent. Là, il se trouve que je suis dans le hall de la faculté de droit à Malakoff, de notre faculté de droit, et donc c'est un petit clin d'œil à Gilles Braun, qui est quelqu'un de proche qui a fait ses études dans cette faculté. Et vous voyez qu'il y a peu, c'était l'année dernière, ils ont des beaux canapés dans ce grand hall qui avant était désespérément vide. Donc travailler ensemble, ils peuvent aussi le faire, et on est dans notre thème de nos espaces d'apprentissage. Là, ils sont pas mobiles, puisqu'ils sont mobiles au sens, ils sont pas en dehors de notre université, mais on leur donne de plus en plus, heureusement, des endroits un peu sympas pour se poser. Donc, dans la diapositive suivante, les espaces d'apprentissage, comme je le disais, il s'agissait pour moi, il y a des espaces d'apprentissage physiques, réels, et des espaces d'apprentissage numériques, virtuels. Donc je le synthétise avec ces deux diapositives où vous voyez les implantations de l'Université Paris-Descartes dans le sud-ouest parisien. On a 10 sites, je ne compte pas les centres hospitaliers universitaires. Donc 10 sites, c'est un casse-tête à la fois pour certains étudiants qui peuvent avoir cours dans dans 2 sites. On essaye de le limiter au maximum, mais aussi pour le personnel, et en particulier le personnel dont j'avais et sous peu la charge, que sont les ingénieurs pédagogiques, puisqu'ils accompagnent les enseignants et ils vont au plus proche, ils vont travailler avec eux sur leur lieu de travail, et donc par essence, ces ingénieurs pédagogiques sont mobiles. Donc mobile dans l'espace physique. Mais on a aussi une mobilité équivalente dans l'espace virtuel, puisque au niveau numérique, chaque UFR, faculté, institut de Paris-Descartes, et évidemment, là, je prends des exemples que je connais. Hein. Je vous raconte des expériences et des retours d'expérience à partir des choses que je pratique. Sinon, je ne sais pas faire, de parler de choses que je ne pratique pas. Donc, sur Moodle, vous avez en fait un Moodle par faculté, et donc on retrouve cette disparité des localisations aussi sur nos différentes plateformes. Donc dans la diapo suivante, je vais me focaliser sur les espaces physiques. Il se trouve que on est en train de rompre la logique du randonnion, qui est très bien représentée ici. Donc la logique du randonnion, c'est effectivement avoir les étudiants qui sont tous en rang et qui regardent tous dans la même direction, qui regardent l'enseignant, le point fixe et les diapositives. De plus en plus, on voit des mobiliers plus ou moins coûteux, hein, plutôt coûteux souvent, qui permettent de reconfigurer très rapidement une salle. Vous avez ici des exemples de chaises à roulettes qui s'emboîtent, donc on peut mettre dans un coin si on n'a vraiment pas besoin. Vous avez sur la diapo de gauche une salle qui est en configuration U-conférence, mais qu'on peut ensuite recomposer et faire des îlots. Et on remarquera qu'il y a des écrans un peu partout. Là, il y en a 2 sur le mur, mais il y en a aussi sur tous les autres murs. Donc là, on est dans un cadre assez luxueux parce qu'on était à l'université de Berkeley. Donc là, c'est un petit coup de pub pour la délégation française à Educause, qui est une grande conférence pour la technologie de l'information dans l'enseignement supérieur, qui a eu lieu il y a une semaine donc sur la côte ouest. Et donc, suivez le hashtag Edu16. Vous regardez ce qui s'est dit sur Edu16FR et vous aurez une bonne idée de la veille que cette délégation à laquelle je fais partie nous a ramené des États-Unis. Donc évidemment, on va sur des campus, on profite de cette conférence pour aller voir aussi des campus et échanger avec nos collègues. Donc, au-delà de ces espaces qui, comme je le dis, peuvent être coûteux en termes de mobilier, j'ai l'exemple de ce qui se passe avec le diplôme universitaire Paréo dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc destiné aux étudiants en difficulté. Donc ils ont 1 an avant la licence, 1 an avant le L1 pour se réorienter et travailler de façon dynamique par projet avec une pédagogie active. Et il se trouve que la salle qu'on leur a dédiée se trouve à côté de mon bureau, et je me suis aperçu que, en fait,
il y avait des randonnions, il y avait des ordinateurs. En fait, c'était une salle de formation informatique avec des ordinateurs sur les randonnions. Donc tous les ordinateurs ont été mis le long des murs. Et les tables qui restaient, en fait, les étudiants les recomposent en permanence. Et en fait, elles n'ont pas besoin d'être à roulettes. L'important, c'est qu'on puisse s'asseoir de tous les côtés de la table. Donc des tables avec des pieds droits sont parfaites. Et donc ça, pour moi, c'est une façon low-tech de transformer un espace randonnion en un espace collaboratif. Sur la diapo suivante... Ici, on a justement la réflexion, donc technologie de l'information pour l'enseignement. Donc, ces technologies, la place de l'ordinateur dans nos universités. On a des salles informatiques, doivent-elles subsister ? Ces salles informatiques, justement pour des raisons de mobilité, les étudiants viennent avec leurs ordinateurs et on peut se dire ça ne sert plus à rien d'avoir des salles informatiques puisqu'on va tout faire en mode biode. Il subsiste quand même quelques pratiques, et en particulier le fait qu'on puisse faire passer des examens sur ordinateur. Et là, c'est l'exemple de la Freie Universität de Berlin, où ils ont dédié une ancienne salle serveur dans laquelle il y a plus de 150 machines. C'est recomposable en plusieurs espaces. Ils peuvent soit les utiliser tous d'un coup ou pas. Toutes les machines sont identiques, elles sont complètement bridées en termes de sécurité, elles sont toutes pilotées à distance et on peut faire afficher à l'étudiant ce qu'on veut, et évidemment, si on veut l'empêcher d'aller sur Internet, il n'y a aucun problème. Et donc, ils sont égaux devant l'examen. Là, on est face à un usage qui implique d'avoir un matériel identique. C'est une réflexion qu'on a au sein de Descartes avec mes collègues d'autres universités. C'est quand j'ai un enseignant qui vient me voir en me disant « je veux faire du contrôle continu en mode biode », j'ai un vrai problème. Un vrai problème parce que faire du contrôle continu, c'est encore une fois avoir une égalité des étudiants face à l'examen. Or, leur matériel est différent. Or, leur matériel peut aussi être défectueux, voire ils peuvent ne pas avoir de tablettes, de terminaux intelligents, encore que les dernières statistiques qu'on fait, oui d'accord, nous montrent que l'équipement atteint un taux de 100%. Dans la diapo suivante, une réflexion sur lorsqu'on veut faire des salles type learning space, donc des salles avec des mobiliers, des usages à mobilité différente d'une salle de cours ordinaire, il faut que vous sachiez qu'il existe un standard pour classer le type de learning space que vous voulez faire. Ça s'appelle le LRSS, le Learning Space Rating System, et qui a une banque de données qui s'appelle FlexSpace. Et donc, encore un clin d'œil avec nos collègues québécois et hélas du Canada, puisqu'il s'agit de l'université McGill, qui est fondateur de ce mouvement sur les learning space. Très rapidement, les tiers-lieux, toujours au niveau réel, donc les Fab Labs fleurissent dans nos universités. Là, c'est celui de nos amis de l'Université Paris Diderot qui vient juste d'ouvrir. Donc encore un lieu où on est en mobilité par rapport à l'espace de cours, de classe habituel. Diapo suivante, là il s'agit des mondes virtuels. Donc un petit mot sur l'ENT, puisque la question a été posée par Nicolas sur est-ce que l'ENT est mort par rapport au... Non, j'exagère. Encore qu'il y a des moments où je me demande est-ce qu'on a encore besoin d'un portail web alors qu'on est en train de s'orienter vers des applications mobiles, ce que j'ai montré en bas avec Moodle mobile sur la partie basse. Donc pour le monde virtuel, il nous faut du Wi-Fi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en bas à droite. Et heureusement, il y a un réseau international qui s'appelle Eduroam qui permet de se connecter n'importe où. Virtuellement dans n'importe quel campus du monde entier.
voire même dans les jardins publics en Suède, c'est assez rigolo. Et évidemment l'usage du cloud que j'ai montré en haut à droite qui pose aussi des questions sur la sécurité et la confidentialité des données qu'on met en ligne. Moi, ma vision par rapport à des outils, est-ce que les outils doivent être internalisés à l'université ou pas? La réponse que j'apporte, c'est il faut que nous soyons maîtres du corpus universitaire. Donc il faut que nous soyons toujours maîtres de des contenus que nous produisons, et si possible, il faut qu'ils restent ouverts. Donc faire appel à une plateforme totalement privée dont on n'a pas du tout la maîtrise et de l'évolution des coûts et de l'évolution du modèle de données à l'intérieur, ça me pose toujours un vrai problème. On continue. On continue. Alors, je suis un pédagogique. Ça, c'est pour la partie réseaux sociaux, vous le savez. Toutes les références sont sur up5.fr ref mobile, donc sont des liens. On m'avait demandé de faire une petite truc. J'ai essayé d'écrire avec un stylo et en faisant les pleins et les déliés, et ça a donné ça. C'est-à-dire que c'est carrément horrible. Je me suis aperçu que je ne sais plus faire des S. Hein. Je fais des S script. Je l'ai fait à mobile à la fin. J'ai craqué. J'ai fini par faire un S script. Et ça, c'est un petit clin d'œil à mon arrière-grand-père et mon grand-père maternel, qui étaient tous les deux instituteurs, puisqu'on est ici à l'école des cartes de l'éducation nationale. Et cette médaille qui a été donnée en 1936, année évidemment hautement symbolique à mon arrière-grand-père, j'adore la devise qui est tous les enfants de France sont mes enfants. Très bien, merci. On va s'il y a pas un petit truc après. Donner la parole à Didier pour conclure sur la mobilité et espace d'apprentissage. Didier, tu nous entends? Toujours. Voilà, à toi la parole. Bien, merci de me donner la parole. Merci Thierry pour tout ce que tu as dit. Moi, vous avez compris que je n'avais pas de présentation. Juste, je vais faire un petit peu de publicité pour ceux qui ne connaissent pas encore par rapport aux espaces physiques. Je vous invite à prendre ou à reprendre connaissance du guide Campus d'Avenir, qui aussi reprend un certain nombre de principes. La question des espaces d'apprentissage, aujourd'hui, moi je me dis, est-ce qu'il faut parler espace ou est-ce qu'il faut parler territoire? Parce que au fond, on sait que l'homme, et s'il y a des géographes de la géographie sociale dans la salle, les territoires, ce sont ces territoires de l'action sociale qui organisent les sociétés et, en l'occurrence, l'éducation. On sait très bien, dans la suite de ce que je disais précédemment, qu'on apprend à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution. On sait aujourd'hui que, je veux dire, 70 à 80% selon les domaines, selon l'urbanité des lieux, je veux dire, les activités d'apprentissage se font en dehors des campus. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont importants et qui nous amènent à nous questionner sur la dimension numérique de ce territoire, c'est-à-dire comment une institution rend accessible un certain nombre de données à l'extérieur du campus. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur cette question de mobilité et espace d'apprentissage, je crois que là, c'est un point de vigilance ce qu'a repris aussi Thierry, c'est que bien sûr, on peut faire des choses très chères, mais moi, aujourd'hui, la question que je nous pose, le passage, moi je dis, de la classe autobus à la classe archipel, parce que les oignons, ça fait pleurer pour moi, mais en tout cas, le passage de la classe autobus à la classe archipel amène aussi à ce que l'on puisse, comment dire, arriver à un taux, si je puis dire, de locaux, d'espaces qui soient équipés de cette façon-là, suffisant, donc à un coût acceptable pour l'institution, pour atteindre le point de bascule. Ce point de bascule qui permet que, quel que soit le moment où, je veux dire, la salle, le local doit être adapté dans cette forme de flexibilité, ce soit possible. Parce que l'enjeu qui est aujourd'hui, à mon avis, posé, c'est la question de la promesse. C'est-à-dire comment tenir une promesse tout au long d'un cursus. J'entends bien les spécificités d'un cursus avant d'entrer dans un diplôme, et on le sait ça. On développe de capacités d'autonomie à un moment donné et après, clac, on retombe sous le couvercle de la directivité, je veux dire, professorale. Donc je pense que c'est pareil sur les espaces. Et donc c'est vrai que tout ce travail sur les espaces, à la fois formel et informel, est à penser, à mon avis, dès le départ, dans une logique de passage à l'échelle. Et le passage à l'échelle, il y a par exemple une dimension qui est essentielle. On me dit l'électricité, non.
c'est le nombre d'équipements par individu et la capacité des bornes Wi-Fi à assurer la continuité dans une qualité acceptée, donc minimale, de la connectivité à l'ensemble des services, qu'ils soient institutionnels ou hors institutionnels. Aujourd'hui, on sait que ça, c'est un point clé dans les ajustements. Il y a d'autres éléments. On sait que ces pratiques aussi d'espace par les étudiants, et ça, je pense qu'il faut poursuivre les études dans ce champ-là, sont liées à un certain nombre de critères, de paramètres. Parmi ces paramètres, il y a par exemple la question de la distance de l'étudiant, domicile, campus. C'est variable selon que l'on est en zone, selon la densité démographique. Mais il y a également d'autres éléments. Des éléments qui sont par exemple le type d'habitation de l'étudiant. Et puis il y a quelque chose qui ressort, dont on voit, parce que je travaille beaucoup ces dimensions-là, c'est la notion de confiance en soi. Donc on voit aussi comment à la fois ces espaces, je veux dire, qui peuvent être très intéressants, peuvent être utilisés, mais déjà utilisés par ceux qui n'en auraient, je vais dire, je vais caricaturer, pas besoin. Or, l'enjeu aujourd'hui, c'est que toutes nos évolutions viennent rejoindre ceux qui en ont le plus besoin. Et je pense que ça, c'est important d'avoir ces éléments en tête et, comment dire, avant même quand on se lance dans des aménagements d'espace, de se dire, mais au fond, à quels besoins souhaitons-nous répondre? Et je terminerai là-dessus parce que les 4 minutes sont écoulées, de revenir à une notion aussi essentielle, également très essentielle dans la question des espaces, c'est la question des affordances. C'est-à-dire comment, je veux dire, un espace va suggérer facilement les différents scénarios d'usage. Vous voyez ce que vous ne voyez pas, je veux dire, là où vous êtes, c'est que pour me positionner avec la facilité à laquelle je me suis positionné tout à l'heure avec le robot, c'est que je demandais ce que l'on marque au sol, comme en chorégraphie, là où je devais poser mes roulettes. Et en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que penser les espaces, c'est aussi penser en projection toutes les configurations possibles et faire en sorte que, eh bien, on ait autant de facilité à passer d'un mode à l'autre, je veux dire, quels que soient les effectifs. Et ça, ce sont des éléments qui sont très triviaux, mais qui, aujourd'hui, on sait que si on veut que la flexibilité qui a été pensée, inscrite dans les roulettes des tables et des chaises, soit une flexibilité effective qui permette cette flexibilité, cette mobilité pédagogique, des apprentissages pour l'enseignant et pour l'étudiant. Merci. Merci Didier.